Le parc national de Banff est un endroit où les pics majestueux et les rivières impétueuses attirent les aventuriers, mais comportent des dangers mortels. Dans cette vidéo, vous découvrirez 3 histoires tragiques. Comment une avalanche sur le pic Monarch a englouti des alpinistes expérimentés, comment un torrent rapide du nord de la Saskatchewan a emporté un photographe à la recherche de la photo parfaite, et comment des stars de l'alpinisme de classe mondiale ont disparu sur les pentes du Peak House. Keira Sanders, Léon Garcia et Thomas Chan étaient connus dans la communauté des alpinistes pour leur expérience impressionnante et leurs nombreuses ascensions très médiatisées. Le nom de Keira apparaissait souvent dans les rapports sur les itinéraires de glace extrême, car elle était spécialisée dans l'escalade de glace technique et possédait le titre d'instructrice en sécurité avalanche. Léon, originaire d'Argentine, était passionné par l'escalade en haute altitude dans les Andes, où il a gravi les 6000 à plusieurs reprises. Thomas, qui a grandi à Vancouver, était célèbre pour ses photos de sommets publiées dans les principales publications d'alpinisme. Il combinait habilement sa passion pour l'escalade et son talent pour la prise de vue dans des conditions extrêmes. L'amitié entre eux trois est née il y a quelques années lors d'une expédition commune en Patagonie. C'est alors qu'ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient en équipe. Keira était chargé d'analyser les conditions de neige et d'établir un itinéraire sûr. Léon dirigeait le groupe dans les passages rocheux difficiles et Thomas assurait la navigation et capturait les moments forts à l'aide d'une caméra. À partir de ce moment-là, ils ont planifié des réunions et des randonnées périodiques pour entretenir l'esprit d'équipe. Leur prochain objectif était de réaliser un itinéraire combiné difficile sur un sommet du parc national de Banff, connu pour ses conditions météorologiques imprévisibles et son terrain varié. Les montagnes du parc national de Banff ont attiré des alpinistes du monde entier. Pour les grimpeurs expérimentés, il existe des itinéraires de glace et de rochers intéressants, qui requièrent souvent une combinaison de compétences en escalade de rochers et de glace, ainsi que la capacité de naviguer dans un danger potentiel d'avalanche. Keira, Léon et Thomas ont choisi le massif connu sous le nom de Monarch Peak, dont les contreforts nord-est escarpés sont réputés pour être indisciplinés en raison du climat dangereux. Les températures étaient encore basses en mars, mais pendant la journée, le soleil chauffait parfois intensément les surfaces, formant des couches de neige instables. Leur plan consistait à s'approcher de la base le 14 mars, à passer une journée en repérage et à installer un camp intermédiaire, puis à commencer l'ascension le 18 mars 15. Léon a pris en charge la coordination avec le service de secours local. Il a soumis un itinéraire détaillé et a indiqué la date de retour prévue pour le 18 mars. Keira se réfère aux prévisions d'avalanche actuelles et note que le risque a été évalué comme modéré, mais avec une note de réchauffement possible dans la seconde moitié de la semaine. Pendant ce temps, Thomas vérifie son matériel et charge les batteries de rechange des caméras, car il va filmer toute l'ascension. Tous les 3 sont sérieux et prennent en compte toutes les variables. Le matin du 15 mars, lorsque l'équipe entame l'ascension, le temps est clair mais froid. Le vent se lève au sommet de la gorge et par moments, des nuages de neige tombent sur les grimpeurs. Vers l'heure du déjeuner, les amis ont franchi 2 sections clés sur les rochers, fixé quelques stations d'assurance et atteint la pente de glace verticale la plus élevée. Keira vérifie la densité de la neige, Léon dirige l'approche en martelant des forêts à glace et Thomas garde un œil sur le rythme général du groupe. Il s'arrête de temps en temps pour filmer de courtes séquences vidéo avec sa GoPro. Celle-ci montre les pics acérés des montagnes qui entourent l'itinéraire et le soleil qui se reflète sur les parois de glace, aveuglant ses yeux. Dans la soirée du même jour, l'équipe a sécurisé une petite plateforme où elle a pu installer 2 tentes individuelles. La visibilité est parfois réduite par les charges de neige qui s'annoncent, mais dans l'ensemble, l'environnement reste supportable. Keira ressent un léger malaise. Il lui semble que les couches de neige en altitude pourraient devenir instables si le temps se mettait à changer. Cependant, leur emploi du temps ne leur permet pas de prendre beaucoup de retard. Ils prévoyaient de traverser la section de glace la plus dangereuse le lendemain pour atteindre une crête sûre où le risque d'avalanche est généralement plus faible. Le 16 mars, le temps est resté relativement calme, bien que le vent se soit levé près des sommets. À l'un des arrêts, Keira a envoyé un bref signal satellite à ses amis. « Nous sommes sur la bonne voie, nous approchons de l'arête. Tout va bien. » Dans l'après-midi, le groupe a traversé la cascade de glace centrale,
où la glace fissurée était parfois suspendue au-dessus de la tête des grimpeurs sous la forme de champignons de glace. Léon a habilement choisi sa trajectoire pour minimiser le risque d'être heurté par des blocs qui tombent. Thomas a pris plusieurs photos de ces étranges formations de glace, semblant anticiper leur beauté et leur danger en même temps. En fin d'après-midi, ils ont atteint le point qu'ils prévoyaient d'utiliser comme camp intermédiaire. À partir de ce point, il restait encore quelques heures d'escalade technique jusqu'au sommet, mais une sortie relativement facile vers l'arête devait suivre. Cependant, les informations météorologiques se sont soudainement détériorées. Les prévisions indiquaient l'approche d'un cyclone qui pourrait entraîner des charges de neige et un changement brutal de température. L'équipe a décidé de passer la nuit ici et de se lever tôt le 17 mars pour essayer d'atteindre rapidement la zone de sécurité de la crête. Le matin du 17 mars, la communication avec l'équipe a été coupée. Le personnel du parc de Banff ainsi que les secouristes locaux ont noté une augmentation des vents et des chutes de neige fraîches. Les températures avaient soudainement augmenté de plusieurs degrés, ce qui aurait pu affaiblir les couches supérieures de neige anciennes et provoquer la formation de dangereuses planches de neige sur les pentes exposées au vent. En milieu d'après-midi, l'un des gardes forestiers patrouillant dans une gorge voisine a entendu un grondement aigu caractéristique d'une grosse avalanche. Il s'avéra plus tard que la coulée de neige avait dévalé le flanc du pic Monarch et avait balayé une partie de l'itinéraire emprunté par Kira, Léon et Thomas. Cet événement en a surpris plus d'un. Les météorologues avaient averti de la possibilité de couches de neige surchargées, mais personne ne pouvait prédire avec précision le moment où l'avalanche se produirait. Dans le système montagneux de Banff, même un petit changement de température, une augmentation du vent ou une charge supplémentaire sur la pente, comme un groupe d'alpinistes, peuvent déclencher une issue tragique. Lorsque le trio n'a pas repris contact à l'heure convenue, des volontaires parmi les connaissances des alpinistes et le personnel du parc ont tiré la sonnette d'alarme. Dans la soirée du 17 mars, la première équipe de recherche et de sauvetage est arrivée au pied du pic Monarch. Cependant, l'obscurité et le vent violent excluent pratiquement toute possibilité d'ascension immédiate vers le lieu d'une éventuelle descente. Dans la matinée du 18 mars, l'équipe a été soutenue par des sauveteurs en hélicoptère qui ont tenté d'effectuer un survol. En s'approchant du massif, ils ont vu une énorme ligne de rupture dans la glace et la pente, environ 200 à 300 mètres à travers la montagne, d'où la masse de neige s'était détachée. Dans la vallée où la masse de neige s'est écoulée, une vaste zone de débris composée de neige, de glace et de roches compactées a été observée. Par endroits, l'épaisseur de ces débris dépassait plusieurs mètres. Le pilote n'a pas osé s'approcher de la paroi à cause des rafales de vent et du brouillard provoqué par la mise en suspension des particules de neige. De plus, la menace d'avalanche répétée persistant, l'atterrissage de personnes sur la pente semblait trop risqué. Le 19 mars, les sauveteurs ont pu atteindre la partie inférieure du panache d'avalanche et commencer la procédure de sondage à l'aide de longues palpeurs. Des chiens entraînés à la recherche olfactive ont été transportés par hélicoptère un peu plus loin sur la pente, où ils ont pu travailler. Cependant, des vents forts, des précipitations fraîches et d'énormes volumes de neige ont rendu la tâche très difficile. Au cours des recherches, ils ont trouvé plusieurs fragments d'équipements d'escalade. Un fragment de cadre de tente, un morceau de corde de couleur bleue et un fermoir métallique ressemblant à un mousqueton. Il a été difficile de déterminer avec précision si ces objets appartenaient au groupe disparu. En théorie, les alpinistes ont une chance de survivre à une avalanche s'ils ne sont pas gravement blessés et s'ils ont la chance de se trouver dans une poche d'air. Mais statistiquement, après 15 à 30 minutes, les chances de survie chutent brutalement, sans aide d'urgence. De plus, il s'agit d'une avalanche massive avec de gros fragments de glace et de rochers qui peuvent causer des blessures mortelles au moment de l'impact. En outre, plusieurs jours s'étaient déjà écoulés depuis le moment où l'avalanche était censée s'être produite, et les nuits glaciales n'ont fait qu'aggraver la situation. Des parents et des amis des alpinistes se sont rendus à Banff pour tenter de se tenir au courant des recherches. Parmi les personnes arrivées, la jeune sœur de Kira a pleuré, assise dans la voiture au bord de la route, n'osant pas regarder les montagnes où sa sœur avait disparu. La femme de Léon, venue d'Argentine, a tenu bon, mais ses yeux montraient de la confusion. Elle se souvient que Léon avait dit que « Il n'y a rien de plus beau que d'aller au sommet et de voir le monde en dessous ».
La famille de Thomas avait apporté quelques photos de lui dans les montagnes, espérant que leurs efforts de recherche constitueraient une sorte d'hommage à sa passion pour le paysage. Les sauveteurs ont poursuivi leur survol et leurs recherches au sol, mais une nouvelle vague de précipitations a obligé à suspendre les opérations à plusieurs reprises. Les règles strictes de sécurité ne permettent pas de rester longtemps dans la zone dangereuse. De nouvelles fissures commencent à apparaître sur certaines parties des pentes, indiquant que la neige n'est pas encore stable. Chaque pas le long du panache d'avalanche était marqué par la possibilité d'un échec ou d'une portion supplémentaire de neige venant d'en haut. Le 3e jour des recherches, le coordinateur des secours du parc de Banff a annoncé que la phase active des recherches était considérablement entravée par les conditions de la pente. Bien que plusieurs groupes d'alpinistes bénévoles et professionnels aient proposé de poursuivre les recherches au péril de leur vie, la direction a décidé de suspendre les recherches massives. Les autorités ont publié la déclaration suivante. C'est avec un profond regret que nous annonçons que Kira Sanders, Léon Garcia et Thomas Chan sont portés disparus à la suite d'une importante avalanche sur le versant nord-est du pic Monarch. Compte tenu du volume et de la force de l'avalanche, ainsi que du temps écoulé, la probabilité de les retrouver vivants est, hélas, extrêmement faible. Cette nouvelle a choqué la communauté des alpinistes. Les médias sociaux et les forums spécialisés ont été remplis de mots de soutien pour les familles. Les gens ont rappelé comment Kira a enseigné la sécurité en cas d'avalanche à de jeunes randonneurs, comment Léon a incité les nouveaux venus à s'entraîner, et Thomas a réalisé des vidéos sur l'importance de lire les bulletins météorologiques. En somme, les trois n'étaient pas des aventuriers téméraires. Au contraire, ils étaient réputés pour leur approche responsable et minutieuse de chaque expédition. Une semaine après la tragédie, les recherches se sont poursuivies dans un cadre plus restreint. Les instructeurs et les sauveteurs ont tenté de contourner le pied des couloirs de glace dans l'espoir de repérer des éléments d'équipement à la surface. Cependant, les nouvelles chutes de neige et les vents déplaçant les masses de neige ont réduit les chances à zéro. Fin mars, les prévisions météorologiques indiquaient une tendance au réchauffement susceptible de déclencher de nouvelles avalanches. Les autorités ont donc décidé d'interrompre définitivement les opérations, estimant que la recherche de corps dans ces conditions présentait un risque inacceptable pour les personnes vivantes. Un autre cas s'est produit en juillet 2023. Une tragédie qui a choqué la communauté locale et qui suscite encore la controverse parmi les touristes et les amoureux de la nature. Un habitant de Calgary, âgé de 29 ans, a disparu sans laisser de traces après avoir été pris dans la force d'un courant turbulent dans l'une des rivières de montagne du parc. Cette affaire rappelle brutalement à quel point la nature peut être traîtresse, même dans des endroits apparemment sûrs et familiers. D'après les documents disponibles, Gagandip Singh Khalsa et 2 de ses compagnons s'étaient rendus à Banff pour admirer la beauté des montagnes rocheuses canadiennes et en prendre des photos. Leur destination était le populaire sentier du lac Glacier, connu pour ses vues spectaculaires sur les lacs glaciaires et les pics majestueux. Pour ce groupe, les randonnées dans les parcs nationaux du Canada étaient monnaie courante et ils se considéraient comme des voyageurs assez expérimentés. Les amis ont atteint un point panoramique près d'un pont enjambant la rivière Saskatchewan-Nord, un endroit qui attire les randonneurs en raison de sa combinaison d'eau turquoise, de forêts de conifères et de chaînes de montagnes escarpées. C'est là que le groupe a décidé de faire une pause pour photographier le paysage. Mais la beauté de la rivière cachait un danger. Alimentée par la fonte des glaciers, elle était glacée et incroyablement rapide, ce qui n'est pas toujours évident à première vue. Selon les services de secours et les témoignages, le groupe s'était rendu ce soir-là au bord de la rive pour prendre des photos au ras de l'eau. Khalsa a probablement trébuché sur un rocher glissant ou s'est approché trop près de la falaise, a perdu l'équilibre et est tombé dans la rivière. L'un des amis a pu voir le moment de la chute, mais le courant a instantanément emporté l'homme. En quelques instants, il a disparu de la vue, caché par l'écume bouillonnante et les méandres de la rivière. Les habitants de la région notent que de tels incidents ne sont pas rares dans les montagnes. Les rivières de montagne, apparemment calmes à première vue, recèlent une menace mortelle. L'eau glacée, les courants puissants et les rochers sous-marins tranchants les rendent extrêmement dangereuses. Une personne prise dans un tel cours d'eau a rarement une chance d'être sauvée. Des témoins oculaires ont essayé d'aider. Quelqu'un a lancé des cordes, d'autres ont appelé à l'aide, mais le courant était plus fort. La nouvelle de l'incident est rapidement parvenue aux gardes du parc et,
En moins d'une heure, la première équipe de secours était sur place. Ils ont commencé à fouiller les berges dans l'espoir de trouver le moindre indice, des vêtements, des chaussures ou un sac à dos. Mais les recherches n'aboutissent pas. Le lendemain, l'opération prend de l'ampleur. Des hélicoptères, des drones et des cinéastes accompagnés de chiens participent aux recherches. Les sauveteurs ont examiné non seulement les berges, mais aussi les parties difficiles d'accès du canyon, là où la rivière s'enfonce. La température de l'eau n'étant que de 4 degrés centigrades, les chances de survie sont minimes. Sans équipement spécial, l'hypothermie s'installe en quelques minutes. Le canyon, avec ses passages étroits et ses falaises profondes, ne faisait que compliquer la tâche. La Gendarmerie royale du Canada et l'administration du parc ont organisé un quartier général opérationnel au début du sentier du lac Glacier. C'est là que sont remontées les informations des bénévoles, des habitants et des touristes qui auraient pu remarquer quelque chose de suspect. Des hélicoptères ont survolé les environs, y compris les zones rocheuses, mais aucun signe de Khalsa n'a pu être trouvé. L'incident a profondément affecté la communauté sikh de Calgary, à laquelle appartenait l'homme disparu. Gagandip était connu pour être un bénévole actif et un organisateur d'événements culturels. Sa disparition a été un coup dur pour ses amis et ses connaissances. Les gens se réunissaient quotidiennement dans un gurdwara local pour prier pour son sauvetage et la communauté a commencé à collecter des fonds pour financer des recherches supplémentaires. Gagandip était l'âme de l'entreprise, un homme au grand cœur, se souvient un ami. Il adorait la nature, mais il était toujours prudent. Il est difficile de croire qu'il a simplement disparu. Malgré tous les efforts déployés, aucun sac à dos, vêtements ou autre trace n'a pu être retrouvé. Les questions se multiplient. Comment un homme peut-il disparaître aussi rapidement et sans laisser de traces? Au fil des jours, les sauveteurs ont de plus en plus conclu que le courant avait pu entraîner Khalsa loin en aval, peut-être dans des crevasses souterraines inaccessibles où l'eau passe à travers des roches calcaires. Même si le corps est resté immergé, il est pratiquement impossible de le retrouver à ce niveau de courant et de profondeur. Les proches qui sont restés en contact avec la police s'accrochent à un espoir qui s'amenuise de jour en jour. Après une semaine, la phase active des recherches a été officiellement suspendue. Le service de secours a déclaré dans un communiqué que toutes les zones disponibles avaient été étudiées et que, sans nouvelles pistes, il n'était pas possible de poursuivre l'opération. Toutefois, la police a souligné que l'affaire restait ouverte et que toute nouvelle information pourrait relancer les recherches. Pour la famille et les amis de monsieur Khalsa, ce fut un moment difficile. L'espoir d'un miracle s'estompait pour laisser place à une amère réalité. L'affaire est devenue un sujet de discussion non seulement au Canada, mais aussi à l'étranger. Certains amateurs de mystère soulignent les bizarreries de l'affaire. Comment l'homme a-t-il pu disparaître si rapidement? Pourquoi n'a-t-il laissé aucune trace? Cependant, les experts expliquent tout rationnellement. L'eau glacée, les forts courants et la topographie complexe de la rivière ont fait leur travail. Le nord de la Saskatchewan, malgré sa beauté, reste un piège mortel. La famille de Gagandip a continué à se rendre sur les lieux de la tragédie, à consulter des experts et à prier pour un miracle. L'un des membres de la famille a déclaré lors d'un entretien avec les médias locaux « Nous voulons croire qu'il est mort. Nous voulons croire qu'il est quelque part, peut-être blessé ou qu'il a perdu la mémoire. Mais au fond de nous, nous savons qu'il n'y a pratiquement aucune chance. » La communauté de Calgary s'est ralliée à la famille, mais même leur soutien n'a pu atténuer la douleur de la perte. Une autre histoire fatale est celle de 3 célèbres alpinistes, David Lama, Hans-Jörg Auer et Jess Roskelly, disparus au printemps 2019 alors qu'ils escaladaient le Peak House, situé dans le parc national de Banff. Ces athlètes comptaient parmi les figures de proue de l'alpinisme mondial. Lama et Auer représentant l'Autriche et Roskelly étant originaires des États-Unis. Ils étaient unis par leur intérêt pour les itinéraires exigeants qui combinaient des sections techniquement difficiles et des risques élevés. David Lama s'est fait connaître dès l'adolescence comme un alpiniste talentueux et a ensuite réalisé plusieurs premières ascensions sur des parois extrêmes en Amérique du Sud. Hans-Jörg Auer est devenu célèbre pour ses ascensions en solo dans les Dolomites sans assurance, ce qui lui a valu la réputation d'être l'un des alpinistes les plus audacieux de notre époque. Jess Roskelly a poursuivi la tradition familiale. Son père, John Roskelly, s'est rendu à plusieurs reprises dans l'Himalaya
et a conquis les 8000. Jess, quant à lui, s'est spécialisé dans les voies de glace et les voies combinées, allant de plus en plus au-delà de l'alpinisme classique. Au printemps 2019, ils ont opté pour le House Peak, un sommet d'environ 3295 mètres rarement visité par les touristes. La communauté des alpinistes est bien consciente que ce massif se caractérise par un sérieux danger d'avalanche, en particulier pendant les périodes de transition de la saison, lorsque le soleil de l'après-midi peut faire fondre les couches supérieures de neige et perturber la stabilité du snowboard. Arrivés dans le parc national de Banff, les 3 alpinistes ont vérifié les prévisions et les bulletins d'avalanche et se sont rendus sur le versant est du Peak House vers le 15 avril. Les informations sur la progression de l'ascension sont largement indisponibles, car la région est peu visitée et ils n'ont pas rendu public les plans exacts pour l'étape finale. Habituellement, au moins un des participants prend contact avec ses proches, mais cette fois-ci, le contact a été coupé le 16 ou le 17 avril. Lorsqu'il est devenu évident que Lama, Auer et Ross Kelly n'avaient pas pris contact et n'étaient pas revenus à la date limite, le personnel de Parks Canada a effectué une reconnaissance aérienne et a trouvé de grandes traces d'avalanche sur le versant est du Peak House. La puissante masse de neige, à en juger par la large ligne de rupture, s'était détachée et avait dévalé un couloir dont on estimait qu'il coïncidait avec la trajectoire probable des alpinistes. Les sauveteurs ont tenté de s'approcher, mais les jours suivants n'ont pas été favorables. Le vent et les précipitations fraîches ont rendu difficiles les incursions sur la pente et le risque d'avalanche répétée est resté élevé. Néanmoins, des fragments de matériel ont été retrouvés sur place, indiquant la présence de l'équipe dans la zone. Il est apparu qu'ils étaient coincés sous la masse de neige. Les responsables de Parcs Canada ont déclaré qu'il y avait une très faible probabilité que l'un des disparus ait survécu, car les chances de sauvetage dans un glissement d'une telle ampleur diminue considérablement au cours des premières heures. Le père de Jess, John Ross Kelly, a déclaré dans une interview que son fils avait toujours pris des mesures de sécurité et voyageait avec prudence. Mais il y a des situations en montagne où aucune préparation ne peut garantir un résultat sûr. Les recherches se sont poursuivies à l'aide d'hélicoptères, d'équipes cynophiles et de détecteurs d'avalanche. Mais chaque jour, le mauvais temps a contraint les sauveteurs à suspendre leurs opérations. Lorsque les conditions se sont brièvement améliorées, les corps des alpinistes ont été retrouvés. Ils ont été identifiés grâce à leurs effets personnels et aux caractéristiques de leur tenue. La tragédie est donc officiellement confirmée et le monde de l'alpinisme perd d'un seul coup 3 athlètes de premier plan. En Autriche, des réunions commémoratives ont été organisées en l'honneur de David Lama et de Hans-Jörg Auer, où beaucoup ont célébré leur extraordinaire contribution au développement de l'alpinisme technique et au travail de pionniers dans le monde entier. Aux États-Unis, une cérémonie commémorative a été organisée en l'honneur de Jess Ross Kelly, en présence d'amis et de membres de la famille, dont son père, qui a mentionné à plusieurs reprises le penchant de son fils pour la responsabilité et le travail d'équipe. L'incident a suscité un tollé général et une nouvelle discussion sur la sécurité en montagne, en particulier dans le contexte du danger d'avalanche. Les services de montagne et les sauveteurs canadiens ont attiré l'attention sur le fait que même les professionnels expérimentés courent un risque lorsque l'instabilité printanière est importante. La tragédie de House Peak a montré à quel point l'intervalle entre une navigation réussie sur un terrain dangereux et une avalanche fatale peut être court. Aujourd'hui, les noms de David Lama, Hans-Jörg Auer et Jess Ross Kelly restent dans l'histoire de l'alpinisme comme un exemple de dévouement à la montagne et de poursuite de nouveaux horizons. Et ce qui s'est passé au printemps 2019 dans le parc national de Banff nous rappelle que même les alpinistes les plus talentueux et les mieux entraînés ne sont pas à l'abri des forces imprévisibles de la nature. C'est tout pour l'instant. Si ces histoires ont résonné en vous, mettez un like et partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous pour en savoir plus sur les mystères de la vie sauvage. Écrivez dans les commentaires. Êtes-vous prêt à défier de tels sommets? Prenez soin de vous et à bientôt.